Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet absolument crucial pour toute entreprise, la gestion du risque de conformité. Et vous allez voir, ce n'est pas juste une question de défense, mais un vrai levier stratégique pour créer de la valeur. Pour nous guider dans tout ça, on va s'appuyer sur le référentiel COSO, qui est vraiment la référence mondiale en la matière. C'est une excellente question, n'est-ce pas? Parce que, bien souvent, les dangers les plus importants sont ceux qui sont invisibles, qui se cachent sous la surface. Eh bien, ce danger, c'est très souvent le risque de conformité. Une menace silencieuse, mais qui peut avoir des conséquences absolument dévastatrices. Tout à fait. Et avant même de penser aux solutions, la première étape, c'est de bien comprendre le problème. Alors plongeons ensemble dans cette menace cachée. De quoi parle-t-on exactement quand on dit risque de conformité? En gros, c'est le risque d'enfreindre les règles. Mais ce qui est vraiment important de comprendre ici, c'est que ça va bien au-delà du simple respect des lois. La définition inclut aussi les contrats que vous signez et même vos propres politiques internes. En fait, c'est un domaine beaucoup plus large que ce qu'on imagine de prime abord. Et attention, ce risque n'a rien d'abstrait. Il a des conséquences très, très concrètes. Prenez vos clients, par exemple. Une faille de conformité peut signifier que leurs données personnelles se retrouvent dans la nature, ou pire, qu'ils utilisent un produit dangereux qui n'aurait jamais dû être mis sur le marché. Absolument. Et l'impact ne s'arrête pas là. À l'intérieur même de l'entreprise, les employés sont en première ligne. On parle ici de conditions de travail qui ne respectent pas les normes de sécurité ou de pratiques de discrimination. Tout ça, non seulement ça détruit une culture d'entreprise, mais ça engage aussi directement la responsabilité de l'organisation. Et enfin, ça peut toucher la société dans son ensemble. Imaginez une pollution environnementale due à une négligence ou une entente sur les prix qui laisse des millions de consommateurs. Les dommages peuvent être colossaux et anéantir la réputation d'une entreprise pour de bon. C'est vrai que le tableau est assez inquiétant. Heureusement, on n'est pas démunis face à ces menaces. Paul, pouvez-vous nous présenter le cadre de référence qui a été justement conçu pour nous aider à naviguer dans cette complexité? Bien sûr. On parle ici du cadre de gestion des risques d'entreprise du COSO, souvent appelé ERM. Et ce que je trouve fascinant dans leur définition, c'est la perspective. On ne parle pas de gestion de risque comme d'une contrainte, mais comme d'un levier positif. L'objectif n'est pas seulement d'éviter les problèmes, c'est de créer, de préserver et de réaliser de la valeur. C'est un changement de mentalité complet. Et pour que tout le monde comprenne bien, COSO, ce n'est pas juste un acronyme sorti de nulle part. Derrière, il y a du très lourd. Comme vous le voyez, ce sont les 5 plus grandes organisations professionnelles américaines dans les domaines de la comptabilité, de la finance et de l'audit interne. C'est ce qui donne à ce référentiel une crédibilité et une légitimité incontestées dans le monde entier. Allez, entrons maintenant dans le cœur du réacteur. Le référentiel COSO est construit sur 5 grands piliers, qui sont tous connectés les uns aux autres. Pensez-y comme les 5 engrenages d'une même mécanique de précision. Le premier pilier, et pour moi c'est la fondation de tout l'édifice, c'est la gouvernance et la culture. Tout part du sommet. Il faut une implication réelle et visible du conseil d'administration et un engagement sans faille pour l'éthique. C'est ce qu'on appelle le ton donné par la direction. Si cette base n'est pas solide, tout le reste risque de s'effondrer. D'accord, mais concrètement, comment on lit ça à la stratégie de l'entreprise au jour le jour? C'est une excellente question et c'est le rôle du deuxième pilier. L'idée clé, c'est que la gestion du risque ne doit pas être un silo. Elle doit être tissée dans la stratégie dès le début. C'est à ce moment-là que l'entreprise doit définir son appétit pour le risque, c'est-à-dire quel niveau de risque sommes-nous prêts à accepter pour atteindre nos objectifs. Ensuite, on passe au troisième pilier, la performance. Là, on met vraiment les mains dans le cambouis. C'est la phase opérationnelle où l'on va identifier très précisément les risques de conformité, évaluer leur probabilité et leur impact, les classer par ordre de priorité, et enfin, décider de la meilleure façon d'y répondre. C'est vraiment la mécanique centrale du système. D'accord, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on met en place une bonne fois pour toutes? Pas du tout, et c'est une erreur que beaucoup d'entreprises font. C'est justement le rôle du quatrième pilier, l'examen et la révision. Le monde bouge, les lois changent, la stratégie évolue. Le système de gestion des risques doit donc être vivant. Il doit être réévalué en permanence pour s'assurer qu'il reste efficace. Et pour que tout ça fonctionne, pour que l'huile circule bien dans le moteur, il faut le cinquième et dernier pilier, l'information et la communication. Imaginez-le comme le système nerveux de l'organisation. Il faut un flux constant d'informations fiables sur les risques qui circulent librement dans tous les sens, vers le haut, vers le bas et entre les services, pour que les bonnes décisions puissent être prises au bon moment. C'est super clair. On a la théorie, les 5 piliers, c'est très robuste. Mais la question que tout le monde se pose maintenant, c'est comment ça se traduit sur le terrain? Dans l'organigramme d'une entreprise, ça ressemble à quoi? Alors pour mettre tout ça en musique, il existe un modèle très connu et très efficace, le modèle des 3 lignes.
La première ligne, c'est le management opérationnel, ceux qui sont sur le terrain. C'est eux qui possèdent et gèrent le risque au quotidien. La deuxième ligne, ce sont les fonctions support comme la conformité ou le juridique qui apportent leur expertise et surveillent. Et enfin, la troisième ligne, c'est l'audit interne qui agit comme un observateur indépendant pour donner une assurance objective au conseil d'administration. C'est très parlant ce modèle, mais je crois savoir, Paul, qu'au-delà de ces grands cadres, les régulateurs, eux, ont une sorte de checklist bien précise pour évaluer si un programme est vraiment efficace. Il y a un chiffre clé, n'est-ce pas? Exactement. Ce sont les 7 éléments fondamentaux, issus à l'origine des directives américaines sur les peines, mais qui sont devenus un standard mondial. L'idée derrière est très simple, avoir des règles écrites sur un papier, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Ce qui compte, c'est de s'assurer que la gouvernance est solide, que les gens sont formés, que des contrôles sont faits et surtout qu'il y a un système juste d'incitation et de sanctions. C'est ça qui fait passer un programme de la théorie à la réalité. Merci Paul, c'était passionnant. Maintenant, après toute cette théorie, le moment est venu de vous tourner vers vous qui nous écoutez. On vous propose de faire un petit auto-diagnostic, avec quelques questions pour évaluer où en est votre propre organisation. Première question, et on revient au point de départ, la gouvernance. Soyez honnête. Est-ce que votre conseil d'administration est vraiment aux manettes sur ces sujets? Est-ce qu'il considère la conformité comme une priorité stratégique ou est-ce juste une case à cocher? Deuxième point à vérifier, votre agilité. Est-ce que votre entreprise est plutôt dans la réaction, c'est-à-dire qu'elle gère les problèmes une fois qu'ils sont là, ou est-ce qu'elle est dans l'anticipation, en train de scanner l'horizon pour détecter les risques de demain? Ça, c'est toute la différence. Et enfin, la dernière question, peut-être la plus profonde. Elle touche à la culture. Vous pouvez avoir les meilleurs systèmes du monde, mais si vos collaborateurs ont peur de parler, peur de remonter un problème, alors tout ça ne sert à rien. Est-ce qu'il y a une vraie culture de sécurité psychologique dans votre entreprise? Pour finir, gardons une chose en tête, le risque de conformité est inévitable. Aucune organisation ne peut l'éliminer à 100%, c'est un fait. La vraie question n'est donc pas de savoir si un problème arrivera, mais comment vous y répondrez quand il arrivera. Avoir une réponse structurée, préparée et résiliente, ça, c'est un choix. Et c'est ce choix qui, au final, définit les organisations qui non seulement survivent, mais prospèrent. Merci à tous de nous avoir écoutés.